Donc ce qui est en jeu dans le veto russe et chinois, c'est bien entendu la question syrienne, mais c'est de manière beaucoup plus générale le rapport de force international. Donc en opposant leur veto 2 fois de suite, et en l'opposant ensemble à la proposition des États-Unis, la Russie et la Chine ont marqué une limite dans l'hégémonie des États-Unis sur le reste du monde. Et ce double veto marque la fin d'une période. Pendant 20 ans, depuis la fin de l'Union soviétique, les États-Unis ont gouverné le monde, on parlait d'un monde unipolaire, et maintenant on rentre dans une autre période où désormais la Russie et la Chine ont leur mot à dire, et la Russie et la Chine sont amenées à le faire pour plusieurs raisons. Bien sûr parce que le rapport de force militaire a changé, l'armée des États-Unis est en pleine décadence, en pleine déconfiture. On vient de le voir avec sa fuite hors d'Irak. Et d'autre part, parce que les États-Unis, en tant qu'État, ont perdu leur prestige. Et avec eux, on peut dire d'ailleurs l'ensemble du camp occidental, dans la mesure où ce sont des gens qui se réclamaient de grands idéaux et qui ont fait exactement le contraire dans les dernières années. Donc leur parole a même perdu sa valeur. Donc, tirant les conclusions de ce nouveau rapport de force, il y a un rééquilibrage avec la Syrie comme point de cristallisation. Il n'y a plus aucune option. Il n'y a pas de plan de rechange. Rien n'a été envisagé en fonction de ce nouveau rapport de force. Tout le monde est parti sur une lancée. On avait déjà fait des guerres successives et on pensait qu'on pouvait jouer de la même manière à propos de la Syrie. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que suite au double veto, la Russie a pris les choses en main et a pu organiser des accords internationaux entre différents protagonistes pour qu'ils se retirent de cette guerre de basse intensité et pour jeter les bases en fait d'une paix dans cette région, ce qui implique qu'immédiatement les États-Unis ont informé, même l'opposition syrienne en exil, celle qu'ils ont fabriquée, l'ont informé qu'ils abandonnaient leur plan et finalement ils les laissaient au milieu du gué. Lorsque la délégation russe est arrivée, elle n'était pas simplement composée du ministre des Affaires étrangères et de son staff, mais il y avait avec lui tous les responsables du renseignement extérieur russe, et ils ont rencontré à Damas les responsables du renseignement ou des responsables militaires de plusieurs autres pays de la région impliqués dans le conflit en Syrie. Donc là, une série d'accords a été signée, notamment par exemple les Turcs ont pris l'engagement de cesser le soutien à l'armée syrienne libre, on leur a restitué 49 soldats et officiers turcs qui avaient été faits prisonniers de guerre puisqu'ils se battaient ici sur le territoire syrien en encadrant la dite armée syrienne libre. Puis ils ont pris aussi l'engagement, par exemple, de livrer le chef de cette armée qui était sur le territoire turc. Ça a été fait juste après. On a libéré les Iraniens qui avaient été enlevés justement par les Turcs et les Français. On a trouvé toutes sortes de solutions au conflit en cours. Et puis, lorsque tout ça a été signé, M. Lavrov a fait une déclaration en disant voilà, maintenant il appartient à la Syrie de retrouver sa souveraineté sur son territoire et de protéger ses citoyens. Donc ça a été très mal compris en Europe, parce que quand il a dit d'arrêter les violences, évidemment, comme les Européens croient qu'il y a une révolution, une répression, ils comprennent que ça veut dire qu'il faut arrêter la répression. Alors que le sujet, c'est il faut que la Syrie fasse usage de la force pour protéger ses citoyens face à des terroristes venus de l'étranger. Le Liban servait de base arrière aux groupes terroristes que l'on avait infiltrés à l'intérieur de Homs. Je dis infiltrés, ce ne sont pas des gens de Homs qui ont fait ces combats, ce sont des gens qui viennent de l'extérieur. Bon. Donc il y avait là une base arrière avec tout un matériel qui était transféré progressivement et puis un central de communication. Donc ce qui est étrange dans cette affaire, c'est que quand l'armée libanaise a donné l'assaut
de cette unité sur le territoire libanais, tout le monde trouve ça normal. Mais quand l'armée syrienne donne l'assaut de l'unité principale qui se trouve sur son propre territoire à Homs, là on dit c'est un crime. Non, dans les deux cas, c'est une nécessité pour chaque État de recouvrir sa souveraineté et de protéger sa population. Les Libanais ne pouvaient pas accepter que ceci se développe chez eux. Ils allaient directement à la guerre civile s'ils laissaient se développer ce foyer dans leur territoire. Après avoir laissé 2 jours pour la mise en œuvre des différents accords signés à Damas et sous la houlette des Russes qui se sont portés garants de la mise en œuvre, l'armée libanaise et l'armée syrienne, chacune de leur côté, ont retrouvé la souveraineté sur leur territoire, c'est-à-dire qu'ils ont lancé l'assaut des bastions terroristes qui existaient. Donc la base principale se trouvait à Homs. On n'a pas lancé l'assaut sur la ville de Homs, on a attaqué à l'intérieur de la ville de Homs le bastion terroriste qui se trouvait dans un quartier particulier. Cette bataille de Homs a duré plusieurs jours. Pendant plusieurs jours, la télévision nationale ici a arrêté ses programmes et a diffusé en permanence des chants patriotiques, des images où on alternait des exercices militaires, des rassemblements pour soutenir l'unité du pays face à l'agression étrangère, pas pour soutenir la personnalité de Bachar el-Assad, mais l'unité du pays face à l'agression étrangère, et puis des images, des obsèques, des soldats qui étaient en train de mourir les uns après les autres sur ce front. Ça a été très très meurtrier. Il y a parmi les prisonniers un colonel français du service technique de communication de la Direction générale de la sécurité extérieure. Donc maintenant, il n'est plus possible pour la France de nier que c'est elle qui est en partie à l'origine des troubles qui ont secoué ce pays, que c'est elle qui est responsable des crimes qui ont été commis ici, et certainement pas le gouvernement syrien.